J'accueille pour le débat autour des questions au gouvernement Caroline Abadie, bonjour. Merci d'être avec nous, député La République En Marche de l'Isère, et Luc Carvounas, bonjour, député socialiste et apparenté du Val-de-Marne. Nous allons aller maintenant à la rencontre des citoyens pour savoir, eux, quelles questions ils auraient posées aux membres du gouvernement s'ils avaient été cet après-midi dans l'hémicycle. Je vous propose d'entendre un gilet jaune, il est au micro de Clément Méric. Merci. La parole est à... Bonjour messieurs les députés, Jacques Gilet jaune de 6 depuis le début. Question, pourquoi quand on était en francs, une vache bouchère, on l'a payé 10 000 francs, à l'heure actuelle c'est 1 500 €, c'est-à-dire toujours 10 000 francs, mais par contre les prix au magasin multipliés par 5. Pourquoi une salade au producteur part à 15 centimes et arrive chez nous à 1 €, 1,20 €? J'aimerais savoir à qui profite tout ça. Merci bien. Caroline Abadie, il y a encore un problème de pouvoir d'achat un an après la crise des Gilets jaunes en France? Il y a eu déjà pas mal de choses de fait, effectivement, suite à la crise des Gilets jaunes. On se rappelle des 10 milliards débloqués l'année dernière, la baisse des impôts. Et là, la question, c'est le pouvoir d'achat des agriculteurs, notamment, parce qu'effectivement, les agriculteurs ont toujours, eux aussi, un problème pour valoriser leur travail. Bien de leur travail aussi. Ouais. Voilà, donc on a eu cette loi Egalim au début du quinquennat. Il va falloir y revenir. On sait aujourd'hui qu'elle n'a pas porté l'ensemble de ses fruits. Il y a eu un bilan qui a été fait. Il faut revoir la loi. Il y a eu des renégociations qui ont été faites dans plusieurs filières. Malheureusement, ou heureusement, il y a quand même un tiers de ces renégociations qui se sont passées à la hausse pour les agriculteurs. Donc c'est une bonne nouvelle, c'est un bon signe. Mais effectivement, il y a encore beaucoup à faire. Il faut que les filières, je pense, s'organisent. Moi, j'ai des exemples de coopératives qui arrivent à s'organiser, qui arrivent à valoriser le prix de leur litre de lait et probablement aussi en responsabilisant beaucoup les consommateurs, puisque les consommateurs eux aussi ont envie de savoir ce qu'ils mangent, et quand on sait mieux ce qu'on mange et quand on sait que ça c'est bio, prêt à mettre un petit peu plus d'argent. C'est la preuve des fameuses briques de lait où on indique exactement ce qu'on a mis dans la brique de lait, comment elle a été fabriquée, et je pense que les deux vont de pair. La loi Egalim, c'est une bonne loi pour faire revenir un peu de pouvoir d'achat. En tous les cas, elle a posé le problème, notamment sur la grande distribution, sur les marges de la grande distribution à partir du travail que fournissent nos agriculteurs. La question de ce monsieur agriculteur gilet jaune, finalement, c'est la question que pourrait poser une infirmière, un médecin, un policier, un enseignant. C'est la question du pouvoir d'achat en général de toutes ces professions qui sont aujourd'hui, depuis 2 ans et demi, malmenées par la politique du gouvernement. Et la question du pouvoir d'achat est une question qui est prégnante depuis plus d'1 an, notamment avec la crise des Gilets jaunes. Je ne pense pas, chers collègues, que le fait d'avoir voté le CETA puisse améliorer la condition de nos agriculteurs en France. Au contraire, on exacerbe la concurrence au niveau mondial, et je pense qu'il aurait fallu prendre nos responsabilités collectivement pour protéger la production agricole française. Les 10 milliards qui ont été accordés, non, quand même, pour les Gilets jaunes, moi, j'ai le sentiment. C'est pas rien, non? 10 milliards d'un côté, Madame Buzyn, 750 millions d'euros dans un plan dans grande urgence comme on va en parler de l'hôpital là, 14 non, jeudi. Moi, tout ce que je vois, c'est que les dépenses publiques sont en train de filer. C'est la première fois depuis 2010 qu'on va dépasser la barre des 3% du PIB. Donc, je voudrais savoir qui gouverne ce pays. On gouverne le pays à coup de carnet de chèques. Dès qu'il y a une crise, on sort le chéquier. C'est l'argumentaire de la droite, Luc Carvounas. On ne dit pas. On ne s'y reconnaît plus. C'est l'argumentaire d'un élu local de bon sens, parce que partout où l'on prend sur le budget de l'État d'un côté, on déshabille Paul et on va habiller Jacques. Il ne faut pas croire un instant que tout cela ne va pas se répercuter sur d'autres. C'est le droit du gouvernement. D'autres priorités budgétaires. On le voit bien avec les APL, on le voit bien avec le point d'indice aux fonctionnaires. Donc alors, il y a une priorité budgétaire, c'est l'hôpital, ça c'est certain. Et il y aura des questions qui seront posées cet après-midi, et notamment une question du député Philippe Vigier, qui est président du groupe Liberté et Territoire d'Eure-et-Loir, et qui est à votre micro, Clément Perrault. Oui, tout à fait. Philippe Vigier qui maintenant, dans quelques minutes, va prendre la parole dans l'hémicycle pour interpeller la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Vous allez l'interpeller précisément sur le financement des hôpitaux publics. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous en dire un peu plus ? L'hôpital public va mal. Un service sur 2 en France est en grève dans les urgences. On nous annonce jeudi un jeudi terrible, puisque les blouses blanches, médecins, infirmiers, aides-soignantes n'en peuvent plus. On manque de financement, et puis le fameux ONDAM, en clair le financement des hôpitaux prévu pour 2020 n'est pas à la hauteur des enjeux. Un chiffre, pour les urgences, Agnès Buzyn annonce 750 millions d'euros. Ce ne sont que des fonds recyclés, donc il n'y a pas ce plan d'urgence attendu.
Et donc, il faut vraiment réagir, parce que si le gouvernement n'a pas aimé le mouvement des Gilets jaunes, il va détester celui des blouses blanches qui n'en peuvent plus. Et il y a un vrai risque pour les patients, mais également pour le personnel soignant. Merci beaucoup, Monsieur Vigier. On verra dans quelques minutes maintenant quelle réponse Agnès Buzyn apportera à votre question. Merci Clément Perrault. Caroline Abadie, des fonds recyclés, nous dit Philippe Vigier. Il va falloir lâcher un petit peu plus d'argent pour l'hôpital. C'est en négociation. J'ai bien le sentiment que c'est une décision qui est en train de se prendre en ce moment entre les deux ministères. Parce que l'hôpital public va mal depuis plus de 2 ans et demi. Je pense que tout caricaturer au fait qu'il y a 2 ans et demi, pile au mois de juin, tout a commencé à mal aller, et pour les agriculteurs, les hôpitaux et les écoles, ça serait très caricatural, et je pense que c'est pas du tout ce qu'il faut faire actuellement. Il faut se poser les bonnes questions. L'hôpital public a toujours eu des difficultés. Moi, j'en entends parler depuis 40 ans, donc je pense que ça fait 40 ans qu'il y a beaucoup de problèmes. Il y a eu des efforts de fait pour essayer de renverser la tendance. Nous, depuis nous sommes arrivés, on a, par exemple, on parle des urgences en particulier, un doublement des visites aux urgences en 20 ans. Ça, c'est pas quelque chose qui est arrivé en 2 ans et demi, c'est arrivé depuis plus de 20 ans. Et qu'est-ce qu'on fait pour essayer de ramener un peu plus de médecine de ville, peut-être? Mais là, c'est pas sous la pression de la grève, finalement, annoncé jeudi, des blouses blanches, que vous concédez finalement un peu d'argent supplémentaire? Que ce soit sous la pression ou pas, moi, j'ai pas envie de savoir quels sont. Si ça intervient dans la décision. Tant mieux, tant pis, c'est pas vraiment mon sujet. Moi, mon sujet, c'est qu'il y a un problème, que c'est pas la première fois que les hôpitaux sont en grève et qu'effectivement, il faut, je soutiens là-dessus Madame Buzyn, les aider à s'en sortir. Alors, est-ce que c'est reprise tout au parti de la dette des hôpitaux? C'est les fameux 30 milliards dont elle a parlé ce week-end, à trouver un équilibre, effectivement. On attend les annonces de la ministre, en tout cas. Cette crise de l'hôpital, c'est vrai qu'elle date pas de l'arrivée d'Emmanuel Macron, Luc Carvounas. Non, elle date pas de l'arrivée d'Emmanuel Macron, ça ne m'a pas échappé. Mais c'est Emmanuel Macron qui est président de la République depuis 2017. Et c'est lui qui donne le là sur les priorités budgétaires du pays. Je vais m'en expliquer. C'est lui qui a décidé la réforme de l'impôt sur les grandes fortunes. C'est un peu moins de 4 milliards par an dans les caisses de l'État. C'est lui qui a décidé jusqu'à 2021 l'exonération totale de la taxe d'habitation, c'est-à-dire 30 milliards d'euros à trouver dans les caisses de l'État chaque année. Et quand on sait que les collectivités territoriales sur la question de la santé, qui sera une des questions les plus importantes des prochaines échéances électorales locales, où chacun nous le dit, la désertification médicale, elle touche tout le monde. La désertification médicale, vous parlez de médecine de ville, madame, je sais très bien de quoi on parle, puisque dans ma circonscription, en particulier ma commune, nous allons encore ouvrir dans quelques semaines un centre de santé, le second dans la commune, avec des médecins salariés de la ville. C'est un poste chargé de 100 000 euros par an, plus l'équipement, c'est 400 000 euros d'investissement. Si on enlève la manne de recettes, nos collectivités, notamment avec la taxe d'habitation, on ne sait toujours pas très bien comment tout ça va être compensé, et encore moins à l'euro près. Comment alors on va pouvoir venir apporter des réponses concrètes, ce que demandaient très exactement nos compatriotes gilets jaunes qui disaient quoi finalement? Apportez-nous des réponses là où nous vivons dans notre quotidien. Non seulement, encore une fois, on dépouille l'État de manne de recettes extrêmement importantes, on continue un peu à la va-vite, pardon, ça donne quand même l'impression d'une cacophonie. Sous Hollande, on aurait parlé de quoi? Alors là, on assiste. Donc vous dites qu'il faut mettre plus de moyens, alors que vous dites qu'on dépasse les 3% de déficit. Tout de suite après. Il faut quand même mettre plus d'argent pour l'hôpital, quitte à dépasser les 3% de déficit. Nous avons une proposition très claire au Parti Socialiste, c'est 1,5 milliard d'investissement par an dans les hôpitaux publics et la revalorisation des salaires. Question très simple. Parlons concrètement pour les gens qui nous regardent. Est-ce que vous savez, je déjeunais la semaine dernière avec une de mes amies dont la fille est chef de service dans un hôpital public. 12 ans d'études. Est-ce que vous savez combien aujourd'hui en France un chef de service qui a la gestion d'une équipe, qui a des vies entre les mains, y compris le week-end, est salarié chaque mois? C'est 2600 euros net par mois. Il n'y a pas un problème là? Et ce problème, il se répercute dans beaucoup d'autres grandes missions de l'État et qui relèvent du régalien. Le président de la République, certes, n'est pas comptable de cette situation, mais aujourd'hui, les choix politiques budgétaires que vous avez faits nous empêchent de pouvoir investir plus et mieux. En 2019, ces choix politiques amènent à un Ondam de 2,5%. Vous ne le critiquez pas à l'époque. Donc, nos arbitrages ont été faits cet objectif de dépense. Est-ce qu'il faut le relever, cet objectif de dépense? Il avait été relevé quand on est arrivé. Il était à 2,5. Les arbitrages ont été faits à ce moment-là. C'est pas parce que vous êtes en train de mélanger un petit peu tous les sujets, à nous parler de l'ISF, du CETA. Pas du tout, mais c'est la réalité de votre. C'est un tout, une politique, madame. Donc je ne finis pas mes phrases. Allez-y. Allez-y, je vous en prie. Donc, c'est pas parce qu'on a enlevé la taxe d'habitation, c'est pas parce que l'ISF a été modifié. Comment va-t-elle être compensée? Donc en fait, je ne peux pas finir une phrase. Allez-y. C'est pas parce qu'on a supprimé la taxe d'habitation qui
qui bénéficie quand même à ces personnes qu'on a vues tout à l'heure en gilet jaune et qui ont tous des problèmes aujourd'hui à boucler les fins de mois. Ça bénéficie aux Français. Quand on change l'ISF, on ne le supprime pas, rappelez-vous, on le maintient quand même sur le patrimoine immobilier. Ça permet à des investissements étrangers de revenir en France. Ça, c'est un vrai point. Mais vous mélangez tout. Ça ne nous a pas empêché de faire 2,5% d'Ondam en 2019, l'objectif. Là où la moyenne serait 4,5. Hein. Avec d'autres problèmes. 2,5, là où tous les observateurs disent qu'il faudrait le mettre à 4,5. Vous l'avez mis à 4,5 vous-même? Vous l'avez mis à 4,5 vous-même? Bien. Mais je ne suis pas au pouvoir, madame. Je ne suis pas au pouvoir. Les socialistes étaient au pouvoir quand on a été au pouvoir juste avant. Moi, je pense et pas notamment avec le président de la République qui était secrétaire général de François Hollande. Emmanuel Macron, en l'occurrence. Non, mais je vois bien je veux bien que vous effaciez tout ce qui s'est passé. Mais je n'ai pas ça, je suis en train de vous ramener à vos responsabilités, Macron était le collaborateur du président de la République. C'est pas un collaborateur. Vous savez très bien que les collaborateurs, souvent, ils obéissent à leurs élus, premièrement. Bon. Deuxièmement, comment on répond à la crise? Vous étiez bien au pouvoir aussi. Comment on répond? Changer d'un peu d'éléments de langage serait sympa. Comment on répond aujourd'hui, Caroline Abadie, à cette crise des urgences, finalement? Il y a des fiches devant moi. Comment on répond à cette crise des urgences? La crise des urgences, il y avait plusieurs choses à voir. Il y a effectivement déjà la réorganisation avec la médecine de ville. On voit qu'il y a beaucoup de visites dans les hôpitaux et dans les services d'urgence qui sont aussi faites. Parfois, il y a une petite proportion de visites qui auraient pu se faire autrement qu'aux urgences. Et donc ça, il faut essayer de remettre de l'articulation entre la médecine de ville et les hôpitaux. Et donc pour ça, il y a des excellents rapports de certains collègues qui favorisent la discussion entre la médecine de ville et la régulation, si vous voulez. Et puis, il y a tout simplement aussi, peut-être revoir, c'est des préconisations qui ont été vues, peut-être revoir aussi l'accès aux services d'urgence, enfin pas les urgences, pardon, mais les hôpitaux. Aujourd'hui, quand vous allez voir un spécialiste, vous demandez d'abord à aller voir votre médecin traitant. Pourquoi pas ne mettre aussi un médecin référent avant d'aller à l'hôpital, sachant qu'il y a près de 60% de visites qui auraient pu d'abord être orientées par un médecin de ville ou pas. Mieux orienter effectivement les Français pour éviter l'engorgement aux urgences, c'est quand même une solution. Profiter de l'expérience du maire que j'ai été. C'est ce qui manque un peu dans l'Assemblée nationale aujourd'hui, cette expérience d'exécutif territorial, parce que quand on parle de médecine de ville, il n'y a pas mille façons de renforcer la médecine de ville. Il faut que les collectivités fassent des arbitrages à leur tour budgétaires pour, comme je le disais, investir, ça a un coût, recruter, ça a un coût sur la masse salariale, ce sont les deniers publics de nos administrés, et c'est comme cela que ça fonctionne. Aujourd'hui, l'hôpital public est malade, c'est le cas de le dire. Il y aura le jeudi prochain une manifestation à laquelle le Parti socialiste appelle à se retrouver avec les blouses blanches en solidarité, parce que, encore une fois, et pardon madame, je ne mélange pas les choses, vous savez, dans une famille, on gère les deniers en fonction des priorités que l'on souhaite voir pour grandir sa famille. Et ben, le président de la République, il a fait des choix aujourd'hui budgétaires extrêmement lourds qui nous empêchent collectivement d'apporter des réponses que vous n'auriez pas fait dans l'hôpital public. Les mêmes choix, et notamment sur l'hôpital public. On va repartir, salle des 4 colonnes, à l'Assemblée nationale, où se trouve Pierre-Henri Dumont. Il est député Les Républicains du Pas-de-Calais, et il est au micro de Clément Perrault. Oui, monsieur Dumont, les Républicains ont prévu de poser une question sur la laïcité, une question, je crois, qui vient en écho à la manifestation ce week-end contre l'islamophobie. Oui, en effet, une de nos premières questions sera posée sur ce thème de la laïcité. La manifestation qui a lieu dans les rues de Paris ce samedi a profondément choqué une très grande partie de la population. Moi, tout ce week-end, j'étais sur le terrain pour les commémorations du 11 novembre et je peux vous dire que les Français que j'ai rencontrés ne comprennent pas ce qui s'est passé, ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on a eu des leaders qui étaient ceints d'une écharpe bleu-blanc-rouge, qui étaient aux côtés de personnes qui sont clairement des islamistes, aux côtés d'imams radicaux, qui expliquent que c'est parfaitement cohérent de violer sa concubine ou son épouse, que certaines femmes ne peuvent pas sortir voilées, que également dans cette manifestation se trouvaient des proches des frères musulmans, dont le fondateur du CCIF, qui sera hasard du calendrier en dédicace à Magnanville, là même où un couple de policiers a été tué. Donc trop c'est trop, et je pense qu'il est nécessaire de pouvoir mettre des freins à cette expansion de l'islamisme politique en France, et dont la manifestation de samedi était malheureusement une démonstration malheureuse. Merci, monsieur Dumont. Merci Clément Perrault. Caroline Abadie, il aurait fallu interdire peut-être cette manifestation ? Non, je pense pas. Je pense pas qu'il faille l'interdire. Le droit de manifester est un des plus élémentaires et fondamentaux de notre République. L'interdire aurait été, à mon avis, beaucoup plus. Elle vous choque, vous aussi, cette manifestation ? Ce qui est choquant, c'est les débordements qui ont déjà été dénoncés. C'est cette étoile de David, quand
quand on compare les discriminations que vivent certainement, il ne faut pas les contester non plus, nos compatriotes de confession musulmane en France. Il faut reconnaître ces discriminations. On ne peut pas comparer la France d'aujourd'hui à celle de l'Allemagne nazie. Je ne pense pas qu'il faille comparer à ce qui a pu se passer aux millions de morts pendant la Deuxième Guerre mondiale du fait de leur religion. Non, on n'en est pas là. D'ailleurs, si on en était là, ils n'auraient pas pu manifester. Donc, on n'est vraiment pas là. Pour vous, Luc Carvounas, bon, le Parti socialiste a refusé évidemment de participer. Aucun d'entre nous n'a signé à la tribune. Aucun d'entre vous n'a signé. Il y en a eu à la France insoumise en revanche. C'était pour vous l'expression d'un islam politique ? C'est surtout l'expression, je pense, de certains musulmans de France qui essayent de faire de l'islam politique. On le voit bien, notamment à l'occasion des élections municipales prochaines, quand on parle de liste communautaire. Il faut être intransigeant sur les valeurs républicaines. Vous savez, pendant les débats de la loi 1905, c'est Aristide Briand qui disait « La loi protège la foi, mais la foi ne peut pas faire la loi ». Je crois qu'il faut toujours avoir cela en tête. Est-ce qu'il y a de l'islamisme politique en France ? Bien sûr. Est-ce qu'il faut condamner ce que l'on a vu, vous l'avez très bien rappelé, avec l'autocollant de la croix jaune, bien sûr, étoile jaune, bien sûr. Est-ce qu'il fallait signer avec des membres du CCIF qui sont proches des frères musulmans ? Les frères musulmans, pour ceux qui nous regardent, qu'est-ce qu'ils veulent ? Un État islamique ? Donc est-ce qu'il y a eu de la gêne, notamment par rapport à quelques-uns qui ont signé ces tribunes? On l'a bien ressenti, les observateurs politiques que vous êtes l'ont dit. Moi, je souhaiterais plutôt que les partis politiques républicains, les associations droits de l'hommistes, les syndicats lancent un vaste appel qui a peut-être tardé par rapport à Bayonne. Et les musulmans de France l'ont ressenti comme tel, pour que nous puissions nous retrouver au travers de ce que la République envoie comme message à tous ses enfants, y compris aux musulmans de France, comme nous l'avons fait tous ensemble en février 2019, place de la République contre l'antisémitisme. La France, elle n'est forte que quand elle est solide dans ses valeurs et dans ses idéaux, et non pas dans ses déviances. On va repartir aux 4 colonnes, retrouver Hervé Solignac, qui est député socialiste et qui va poser une question cet après-midi sur le tremblement de terre survenu ce week-end en Ardèche. Oui, monsieur Solignac, donc vous allez interpeller le gouvernement sur le séisme qui a frappé votre territoire. Oui, je veux l'interpeller parce que c'est un séisme sans précédent dans l'histoire de ce territoire qui a causé des dégâts matériels extrêmement importants, pas humains, fort heureusement, même s'il y a 4 blessés. Et je vais interpeller le gouvernement parce que la petite commune du Teil, qui est une commune modeste avec des capacités financières, elles aussi modestes, aura besoin de la solidarité nationale. Donc c'est dans ce sens-là que je vais interpeller le gouvernement. Merci beaucoup, monsieur Solignac. Merci Clément Perrault. Caroline Abadie, il faut que le gouvernement là, et l'État aident un peu ce département. Je pense que la catastrophe naturelle doit pouvoir être reconnue assez facilement quand il y a une inondation ou des vents de très forte amplitude ou un séisme qui provoque ce type de dégâts. Il y a des procédures accélérées, il y a eu des inondations en Isère l'été dernier. L'État a déclenché rapidement ce type de procédure qui permet une indemnisation rapide. J'imagine qu'on ne manquera pas de célérité dans ce cas précis qui effectivement est d'une amplitude rare sur notre territoire. Sur notre territoire, et au-delà de ça, ce séisme, il faut s'inquiéter des répliques qu'il peut y avoir, il faut s'inquiéter des failles. Je ne suis pas un spécialiste scientifique en séismologie, mais c'est sûr, en tous les cas, ma collègue le rappelait, l'État a toujours été présent sur les catastrophes naturelles. On a vu la préfète ce matin tout de suite faire une conférence de presse, apporter le soutien de l'État à celles et ceux qui ont aujourd'hui plus de toit au moment où on se parle. Et c'est à eux qu'il faut penser, c'est à eux qu'il faut envoyer nos messages de solidarité. Et ces débats-là ne peuvent pas souffrir justement de débats politiques. C'est la concorde, on doit tous être solidaires de nos compatriotes qui sont dans la douleur actuellement. Donc il n'y aura pas de débat cet après-midi dans l'hémicycle, vous serez d'accord évidemment sur cette question. La première question, elle sera posée par Damien Abad sur la laïcité. Il faut réaffirmer cette laïcité en France. Il faut la réaffirmer s'il y a besoin de la réaffirmer. Pour moi, ça paraît assez évident pour beaucoup de monde, la laïcité, mais peut-être qu'il faut effectivement parfois la remettre sur le devant de la scène et la réexpliquer parce que quand on parle avec des personnes, on se rend compte que très vite, les interprétations divergent un petit peu parce qu'elle est tellement intrinsèquement liée à notre République qu'on n'en parle plus. Et là, effectivement, il y a des histoires qui nous permettent, si vous me permettez l'expression, d'en reparler. Voilà, Damien Abad qui est à l'écran actuellement, qui va interpeller tout de suite le gouvernement. Il faut réviser la loi de 1905 pour vous, Luc Carvounas, ou elle s'applique non pas la réviser, mais je pense qu'il y a... Gilles, ça va pas tarder. Il y a une vaste hypocrisie sur la question du financement des lieux de culte où souvent les collectivités, les maires sont laissés un peu seuls. Je me souviens d'une sortie de François Baroin, déjà président de l'Association des maires de France. La loi de 1905, il ne s'agit pas de la changer, on pourra toujours faire
des contorsions. Non, pas de contorsions. Il faut poser clairement les débats pour faire en sorte, là aussi, que ceux qui croient que la République les oublie dans la manière dont ils peuvent pratiquer leur culte et ensuite sont récupérés par des prédicateurs qui les dévoient sur un islamisme politique. Et on voit Richard Ferrand à l'écran qui traverse la salle des pas perdus. Pour ajouter le mot de laïcité sur le fronton de nos mairies. Liberté, égalité, fraternité, laïcité. Donc réviser la Constitution à ce moment-là pour changer tout cela. Merci à tous les deux d'être venus débattre sur le plateau de questions d'actualité. Donc Caroline Abadie, députée La République En Marche de l'Isère, et Luc Carvounas, député socialiste et apparenté du Val-de-Marne. Je vous laisse pour cette séance de questions au gouvernement qui va débuter dans quelques instants. La séance est ouverte.